Ok, du coup, c'est parti. Allez, salut à tous. Donc, bah, comme on le fait, on le fera une fois par mois à partir de maintenant, pas une fois tous les 15 jours comme on faisait avant, parce que bah, une fois tous les 15 jours, j'irai faire la même chose, mais en anglais. Donc après, si vous êtes bilingue, vous pouvez être là 2 fois par semaine. Mais le deal, ça va être ça, parce que je pense que nos amis anglais ont quand même eux aussi le droit d'avoir des travaux pratiques. Euh, donc bah, là, on va dire première semaine du mois en français. Troisième, voilà. Donc on la fera comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc toujours la première semaine du mois, le premier mardi, hop, on envoie les travaux pratiques. Allez, pardon, du coup, donc c'est parti, HLE, on va commencer par celle-là. Comme ça, c'est fait. Ok. D'accord, on peut tout de suite aller plus haut. Oh tiens, ça me dit quelque chose, ça. Je crois qu'ils m'ont déjà fait analyser ça, les étudiants ici. Alors, déjà, moi, ce que j'aime pas trop, c'est ces trucs-là, là, qui ont des petits prix ici, et puis d'un coup, ça jump sans savoir trop pourquoi, parce que ça me fait bugger les indices. Je pense qu'on va être sur du mensuel. Voilà. Alors, là où ça me gêne, du coup, tu vois, c'est qu'effectivement, en mensuel, le contexte se construit à partir de ce machin-là, qui est quand même pas bien généreux. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'historique de prix, donc il y a pas mal d'actifs qui proposent ce genre de conneries. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, moi, ça me fait clairement bugger les indices. Donc, euh, faudrait que je vois pour éventuellement faire une mise à jour et supprimer les bougies qui ont zéro volume. Parce que tu vois, là, par exemple, il y a zéro volume, du coup, c'est même pas des bougies. Enfin, c'est pour qu'elles soient pas prises en compte dans le calcul. Parce que sinon, tu vois, derrière, ça fausse tout le positionnement du contexte. Moi, pour moi, le contexte d'achat, il démarre là, et puis voilà, quoi. Donc là, dans ce cas-là, tu as vraiment un range. Attention, parce que du coup, tu casses le range et tu breaks derrière. Donc moi, pour moi, c'est pas du multi-time frame, hein. Déjà, ça colle pas. Mais ça semble coller à un autre truc. Normalement, j'en ai déjà dit assez. Ça doit vous réveiller tous les esprits. Tu as un range, plutôt haussier d'ailleurs en plus. Ah non, V-bottom avorté, ça n'existe pas. Par contre, tu sais que quand tu casses le range par le bas et que derrière tu vas tout de suite casser le haut, c'est la vague 1 étendue. Donc pour moi, ce serait plus vague 1 étendue ici. Mais comme je te dis, vous ne pouvez pas vraiment le voir parce que, bon, voilà, moi après j'ai l'habitude de voir les séquences, etc. Et les contextes, ils sont plus là pour m'assurer que j'invente pas des trucs. Mais là, le contexte, je vois bien qu'il fonctionne pas comme il faut. Et c'est pas un cas isolé, hein. Il y a plein d'actions là qui font cette merde là. Et il va falloir que je règle ça. Parce que c'est vrai que c'est assez problématique. Je vais juste attendre. Hop. Sinon, j'ai pas mes petites flèches. Donc voilà. Moi, déjà, pour ce type d'analyse, tu dis, c'est un peu chiant parce que, bon, donc déjà, il faut remonter en mensuel, hein. Pour moi, c'est vraiment là que ça se passe. Et sans ça, en fait, tu vois bien que les contextes se seraient construits là, là, tu vois. Ok. Et donc là, tu vois bien, donc cassure du contexte, et derrière, bam, ça repart. Donc pour moi, le range est là, hein, ça n'y a pas de souci. Il se fait casser par le bas et immédiatement casser par le haut derrière. Ça, je connais tout de suite, c'est la vague 5 étendue, vague 1 étendue. Donc moi, je dirais, ici, j'appliquerais plutôt un schéma de vague 1 étendue mensuel. J'en ai pas vu beaucoup d'ailleurs des comme ça, mais c'est vraiment ça que je mettrais. À condition, comme je te dis, de faire abstraction de ce bordel qu'il y a là, qui pour moi n'a pas vraiment de sens, quoi. Voilà. Et là, la vague 1 étendue, elle est déjà, à mon avis, bien en cours, hein, dans le sens où je vois bien que là, ce cycle vendeur, il n'est pas près d'arriver. Enfin, c'est encore un petit peu branlant, mais tu vois bien que là, ça enfile en ligne droite, il y a zéro repli. Ah, pour moi, oui, il y a encore de la force, puisque si tu connais les schémas de vague 1 étendue, d'accord? Tu connais le schéma, tu sais que ça ne s'arrêtera pas tant que tu n'auras pas vu deux pullbacks et un overlap. Donc, pour ma part, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Vous vous rappelez de ce que c'est les vagues étendues? Enfin, les séquences alternatives, donc comme on l'a dit, qui est vague 1 ou vague 5, qu'est-ce qui les cause, ces vagues 1 et vague 5? Pourquoi on ne fait pas des tendances primaires classiques dans ces cas de figure-là?
Voilà. OK? Donc, la vague 5 étendue, en général, c'est parce qu'il y a trop de supply, trop d'inflation, etc. Ou en tout cas, il y a un supply, il y a un peu plus de supply que d'habitude. En contrario, V1, c'est il n'y a pas assez de supply. Du coup, à la moindre demande, boum, ça rebondit, one shot et c'est parti. OK? Donc là, concrètement, il faudrait quand même essayer d'aller vérifier un peu le truc. Mais ça me semble être effectivement le cas. C'est de dire, il y a du volume qui s'échange, mais il n'y a pas beaucoup de supply qui circule. Donc en réalité, ça va partir sur ce genre de truc. Tu as le crise du Covid, du coup ça crise un peu, mais au final, dès qu'il n'y a plus de vendeurs, les moindres acheteurs chopent tout ce qui traîne et ça va très vite, quoi. Et ça se voit très vite d'ailleurs, puisque d'ailleurs, post-truc, tu vois les volumes qui s'écroulent et les prix qui continuent de monter. Donc moi, pour moi, ça c'est vraiment un grand, grand classico d'une vague 1 étendue, justement. Enfin, pour moi, tous les éléments sont là. Voilà. Oh, je sais pas, parce que là, j'avais rien trouvé de mieux, donc j'ai repiqué les terminologies Elliott Wave. Parce que ça ressemble beaucoup aux terminologies des vagues étendues Elliott Wave d'ailleurs, pour te la faire simple. Oh, j'aurais pu appeler ça n'importe comment, hein, c'est pareil, on s'en fout, c'est une terminologie. C'est plus, moi, il faut que tu apprennes la séquence et la pattern et que tu saches bah, la reconnaître, la trader, etc. C'est ça qui m'intéresse plus, la gestion du risque. Après, je te dis, concrètement, si tu veux, on change de nom. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc pour ma part, ici, c'est plutôt vague 1 étendue en cours, hein, et pour l'instant, il y a pas de pression pour le pullback, hein. Je sais pas, pour moi, ce serait entre le mensuel et l'hebdo. Euh, Entre le mensuel et l'hebdo, ouais. Disons, ça me paraît long sur l'hebdo, ça me paraît trop rapide sur le mensuel. Donc j'irais peut-être entre les deux, c'est ça qui fait chier, quoi. Euh, donc à surveiller quand même entre l'hebdo et le mensuel. Moi, je ne sais pas lequel choisir. Là, j'ai clairement une belle vague 1 étendue ici aussi, hein, d'accord? C'est, tu sors bien, tu casses le range, d'accord? Bon, là, tu le vois bien, le range, hein, il est juste un peu long et lent, quoi. C'est-à-dire que le range ici, il est très long. Tu vois, je ne sais pas combien de boîtes de contexte tu as là pour faire ce range, mais en mensuel, c'est un peu rapide, quoi. Donc, je dirais, c'est peut-être un peu entre les deux, quoi. Donc, entre hebdo et mensuel, mais c'est clairement de la vague 1 étendue, hein. Donc ici, bah, c'est de dire attends tranquillou d'avoir un pullback. D'accord? Pullback classique, hein, c'est-à-dire je veux des clôtures sous les 50% de contexte, etc. Quand tu hésites toujours entre deux time frames, et c'est toujours quand même de gérer ton risque sur le time frame qui a le moins de risque. Donc ici, comme la structure est déjà en cours, le risque c'est qu'elle se termine. Donc va sur le time frame le plus court pour structurer ta tendance. Dès que tu commences à voir des pullbacks ici, tu sais que tu peux acheter, hein, ça c'est pas un problème. Mais tu sais aussi que du coup, tu arrives probablement plus sur la fin de la structure que son début. Ok. Euh, Par manque de liquidité tout court, hein, c'est plus de dire, si tu veux, euh, un marché, il y a deux variables, supply et demande. La demande, c'est la partie spéculative, c'est-à-dire bah, on anticipe des demandes futures, etc., quoi. Où on regarde de la demande réelle, c'est-à-dire bah, que je te dis, il y a des résultats d'entreprise, ou etc. Euh, mais la demande, c'est la partie qu'on est obligé d'anticiper en trading. Le supply, normalement, surtout quand on parle d'actifs financiers régulés comme ça, tu peux pas créer et mettre des actions là comme ça, comme tu veux. Tu peux pas rug pull, tu vois, tu es obligé de tout justifier. Donc l'avantage des actions et de la régulation, c'est qu'effectivement, la partie supply, elle est très, très, très restreinte par des actions légales, etc. Donc, l'avantage, c'est que du coup, le supply est beaucoup plus facile à connaître. C'est-à-dire que dans ton équation à deux inconnus, il y en a une qui n'est pas vraiment inconnue, puisque si tu dois toucher au supply et mettre de nouvelles actions, etc., ça doit être annoncé avant, etc. Enfin, il y a plein de démarches à faire. Tu ne peux pas juste débarquer un matin et dire hop, allez, c'est bon, les cocos, j'ai créé de nouvelles actions. Voilà. Euh, donc, c'est un peu ça l'intérêt. Voilà. C'est de dire, apprendre sur les actions, c'est quand même bien, parce que bah, vous avez un supply fixe. Comme je dis, démarrer sur les cryptos en sachant que certaines avaient créé plus de 100% des tokens en moins d'un an, c'était quand même de se dire, c'est rajouter une composante assez chiante. Euh, c'est de dire, il y a deux inconnus, vraiment. Mais s'il y en a une des deux qui bouge pas trop, c'est quand même déjà pas mal pour essayer d'apprendre à anticiper les demandes.
c'est vrai que niveau crypto, vous vous mettiez le niveau to the moon, bro, surtout quand vous me traitiez des trucs avec une inflation hors norme, quoi. Enfin, un truc, voilà. Moi, j'ai vu des trucs, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière de trader en termes de variation des supply, hein. Luna, d'ailleurs, était le pire de tous, quoi. Bon, bref, parenthèse refermée. Autre question? Analyse pas faite, sinon on fait du. Bon, on va chercher des tendances. Oui, on peut aller sur le Nasdaq, bien sûr. Ok, donc pas d'autres analyses spécifiques. On part sur le Nasdaq. Ok. Alors. Ah bah moi, c'est pas le. Tu peux pas me donner une contrainte de time frame, comme je t'ai dit. Si tu me mets une contrainte de time frame, oui, hein, ça peut être un exercice. Tu me dis, tu ne peux traiter que hebdo daily. Mais moi, à la base, je suis quand même de base supposé chercher la gestion du risque là où elle est. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide. Après, tu peux m'imposer une contrainte, mais je dois quand même faire le taf. Donc, je suis désolé, on est d'accord, c'est pas le Nasdaq, c'est mensuel, point, voire même plus que mensuel, tellement c'est excessif, quoi. Ça fait, donc le breakout sera à peu près par là, et c'est excessif. Enfin, voilà, je veux dire, retire les prix, hein, on est d'accord, enfin, il y a pas à tergiverser là, hein. Ça marche? Ok. Pendant que j'y vois, je vais juste remettre framework comme vous, je vais me mettre en expert. Hop. Voilà, ça je retrouve le canal de tendance. Donc, pour moi ici, c'est multi-time frame. Et je pense qu'on est sur le pullback du T majeur, sur le Nasdaq. Donc, encore une fois, je sais que tout le monde dit, ouais, les techs américaines, c'est fini. Oui, pour moi, c'est fini. Mais c'est pas fini pour autant, hein. C'est-à-dire, la technologie ne va pas s'arrêter. L'innovation technologique non plus. Et les entreprises qui y participaient ne vont pas retourner à zéro, hein. C'est juste de dire, par contre, voilà, moi, le Nasdaq, c'est pas le moment de se mettre dessus, quoi. Vraiment, vraiment pas le moment. Je pense qu'il y aura un rebond, hein, oui, tout comme le S&P 500, mais tout comme je pense que le S&P aura aucun mal à faire des ATH avant 2024, enfin, avant mi-2024, la fin du prochain cycle boursier, euh, je pense que le Nasdaq n'y arrivera pas. Voilà. Pourquoi je dis ça? Bah, juste parce que c'est des structures, quoi. Euh, voilà, donc pour moi, le mensuel, je vois bien la structure multi-time frame, elle est clairement là, hein, il n'y a pas de doute. Ça break à peu près par là, hein, voilà, c'est très difficile ici à ponctuer parfaitement, mais c'est par là que ça break. On vient bien faire le premier pullback, le deuxième en hebdo. Donc là, c'est le pullback mensuel. Tout ce que je sais, c'est qu'il sera au-dessus des 6000 points. Ça ne peut pas aller plus bas que 6000 points le Nasdaq. Mais par contre, moi, je sais qu'il faut un range mature. Donc je pense que pour l'instant, il nous manque une troisième borne ici sur le canal de tendance. Donc le contexte hebdo. Voilà, l'idée, c'est pour moi, ça risque de rebondir le Nasdaq avec tout le reste de la cote, hein, parce qu'on l'a vu, beaucoup des grosses actions vont se faire démonter, mais pour moi, il y en a encore plein qui doivent lâcher du lest, comme Apple et tout ça, quoi. C'est-à-dire que si ça remonte pour mieux chuter, hein. Euh, et encore une fois, c'est pas une chute de crack. C'est ça qui m'énerve c'est chez les gens. Il s'agit de comprendre que oui, certaines actions du Nasdaq vont cracher complet, par exemple, les Apple et tout ça, je pense c'est des structures qui sont prêtes pour un crack, quoi. Donc moi, je pense qu'Apple, le jour où ça tombe, ça remontera jamais. Il y a d'autres boîtes qui sont pas du tout dans ce type de schéma-là. C'est de comprendre l'indice. C'est pour ça que je vous disais aussi dans le brief, l'indice ne peut pas baisser parce qu'on va sortir les mauvais et faire rentrer d'autres qui montent plus vite. C'est à terme, ça finit toujours, voilà. Non, mais Apple, ils font que commencer, hein. Je suis désolé, mais enfin, regarde le graphique, voilà. Bon, après Apple, c'est particulier. C'est une bulle spéculative qui a été alimentée par des rachats d'actions. Donc, quand les rachats d'actions vont s'arrêter, ça va cracher. Point. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'Apple est une bulle spéculative basée sur du vent, comme les tulipes, etc. et tout ça. Non, ça veut juste dire qu'il y a une bulle de valorisation sur Apple qui a été créée par les rachats d'actions. C'est-à-dire, on supprime le supply. Et après, bah, évidemment, le problème, c'est quand le supply va revenir, c'est-à-dire quand les gens vont vouloir vendre leurs actions Apple et qu'il n'y aura plus personne pour les acheter, ça va tomber aussi sec. Et on va retourner à la valeur. Voilà. Et la chute sera tellement brutale que jamais on retournera à la TH sur Apple. Point. Voilà. Il n'y a pratiquement aucune chance que ça se produise. Ou alors, il faut changer tout le business model. Mais c'est comme General Electric derrière. C'est-à-dire, une fois que tu commences à rechanger un business model qui a été un gros flagship de hype comme ça,
Ça marche pas, tu vois ce que je veux dire? Quand ils vont commencer à restructurer l'entreprise, comme moi, c'est General Electric bis, Apple. Ça va être restructuré, puis ils vont essayer de refaire un peu de ci, un peu de ça, essayer de se reconcentrer, soit sur le service, soit sur les téléphones. Ça marche juste plus, en fait, quoi. Voilà. C'est très difficile d'aligner les planètes parfaitement, comme ça a été le cas pour Apple pendant plus d'une décennie, hein. Et c'est une super belle histoire boursière, hein, pour ceux qui sont dedans. Mais là, ceux qui vont rester dedans maintenant, les prochaines décennies, ça va pas être chouette, hein. Bref, parenthèse refermée. Donc, le Nasdaq, multi-time frame. Tout ce que vous savez, c'est qu'il faut au moins attendre donc un range mature ici. Vous savez que c'est le pullback du multi-time frame, c'est-à-dire le pullback du time frame, du time frame le plus large. Donc, normalement, celui-là, il est profond, vénère, violent, et il fait mal aux dents, et il n'est pas facile à choper. Mais vous savez qu'il ne peut pas retracer plus loin que ça. Donc, pour ma part, c'est plutôt par là, comme je vous dis, on va dire entre 8000 et 6000, que ça m'intéressera de racheter le Nasdaq. Le package, quoi. Maintenant, à l'intérieur du Nasdaq, il y a des trucs qui m'intéressent. Voilà. Clairement. Puisque je dis, c'est un indice, c'est ni plus ni moins que des trucs qui baissent face à des trucs qui montent, et on synthétise un peu tout ça pour obtenir un résultat. OK? Donc, à l'intérieur du Nasdaq, il y a des trucs que j'achète, oui, clairement. Mais j'achèterai pas l'indice. Parce qu'il y a des trucs que je veux absolument pas. Et voir, il y a des trucs que je vends dedans. Vendre le Nasdaq, je pense pas que ce soit très malin non plus. Je préfère vendre Apple. Tu vois, pour moi, à l'intérieur du Nasdaq, il y a un foutoir sans nom qui est plus baissier qu'haussier, alors que dans le S&P 500, c'est le même merdier, mais encore plus large, et lui, je le vois plus haussier que baissier. Pourtant, à l'intérieur, il y a des trucs qui vont se faire démonter, hein. Et c'est la même chose pour le Nasdaq. Bon, bref, on revient, pardon, on fait des exercices, on va pas faire du pédagogique aujourd'hui. Donc, pour l'analyse du Nasdaq, voilà, point. Donc après, si tu veux mettre des contraintes d'analyse à plus court terme, voilà. Bon, pour moi, c'est multi-time frame mensuel. On le voit bien, c'est excessif, mais il y a la structure multi-time frame. Donc, ça veut dire qu'on peut justifier l'excès. Voilà. Non, le Russell, c'est pas du tout la même structure. On pourra le faire. Bon, attends, on avance. Donc, VLA. Merde. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors, Valneva. Ouf, ouïouïouï. Alors, putain, ça, c'est funky quand même, hein. Ok, et on est déjà en mensuel. Eh ben, dis donc. Ok. Bah, pour moi, c'est monter vite, baisser vite quand même. Bon, on va dire, il y avait quand même une pseudo troisième ici, donc ça break là. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est pure hype. C'est quoi Valneva? Ah, mais c'est des vaccins. C'est pas ça? Non? Ça fait quoi Valneva? Ah bah voilà. Oui, bon, bulle de hype. Voilà, le truc du moment. C'est purement de la hype, ça, hein. Enfin, tu vois, c'est de dire si ce truc-là doit vraiment faire une tendance, admettons, hein, c'est-à-dire s'il y a vraiment une tendance à construire, quel est le seul type de tendance que tu peux construire là-dessus? Ça, c'est Ethereum 2018, hein. C'est-à-dire là, il faut cracher ça pendant je sais pas combien de temps, et il faut que ça reparte, et ça fera jamais plus qu'un ratio 1 pour 1, quoi. Mais là, il faut déjà restructurer tout le bordel, quoi. Enfin, voilà, si jamais il y a une tendance, c'est vaccin qui est tendu, puisque là, tu es revenu visiter le niveau de breakout. Donc, je ne te dis pas de ne pas acheter ici, hein. Pour moi, il y a les moyennes et tout, ça peut se faire. Mais dans un schéma de vaccin qui est tendu, tu n'en es qu'à la vague 2. Alors que le schéma de vaccin qui est tendu, son meilleur risk-reward ratio, il se trouve sur le point 4, puisque la tendance se produira sur le point 5. Le but, c'est de s'exposer là où il y a le moins de risque. Dans cette structure, en achetant le 4 au niveau de l'overlap, tu as un beau rendement à récupérer pour un risque limité. Là, concrètement, ce truc, si ça se trouve, ça va à zéro. Là, tu vas perdre tout ce que tu mets là-dedans. Et ton rendement, il est limité aussi, hein. Puisqu'on a dit, là, tu as une limite sur le rendement et tu ne sais pas du tout ce que tu peux perdre. Mais ça peut franchement aller à 100%. L'overlap peut descendre sous le niveau de breakout, mais de taux. Non, là, il n'y a pas d'overlap. Là, c'est juste, il faut revenir visiter à peu près la zone du breakout. Là, on voit bien que la zone du breakout, c'est à peu près par là, quoi. C'est là que tu débordes les contextes et tout ça. Donc, le fait de revenir trader ce prix-là, normalement, ici, c'est toujours là où se trouvent les moyennes. C'est là où tu dois payer effectivement le point 2, mais ça va prendre du temps et ça doit recasser une deuxième fois, etc. Donc, si tu veux payer Valneva, parce que tu penses qu'on va vers une deuxième crise, Covid ou je sais pas quoi, ok, mais dans ce cas-là, tu sais que tu viseras jamais plus de 52 $.
Tu peux absolument pas viser plus que ça. Et tu sais que ça, le nombre de trucs qui sont construits sur la hype et derrière c'est du vide, ça va faire mal. Bon, là, il faudrait, si tu veux mettre de l'argent là-dedans, faire une analyse financière pour savoir si c'est que de la hype. Tu vois, moi, s'il y a de la dette là derrière, aïe, aïe, aïe. Nope. Ça fait des pertes et il y a de la dette. Putain, mais il faut être fou pour acheter un truc pareil. Bon, bref, ça peut se restructurer, mais pour ma part, c'est no way. Et juste no way. Voilà. Parce que si les bénéfices, euh, enfin, ça fait des pertes, hein, d'accord, mais si les revenus de l'entreprise sont purement liés au Covid et que ça s'arrête, parce qu'on passe à autre chose. Voilà, je ne connais pas le business de Valneva, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que si leurs revenus ils sont basés sur le Covid, qu'il n'y a pas d'évolution et que ça ne va pas nulle part, tout ce que je vois par contre, c'est que malgré des bénéfices, ils font des pertes abyssales et que la dette continue d'augmenter. Donc pour moi, ça c'est un gouffre, hein. Enfin, en tant qu'investisseur, là, il faut que j'aille essayer d'investiguer pour savoir où pourrait se trouver le rendement futur. Parce que là, pour l'instant, je vois juste des gens qui s'en vont pour une bonne raison, en fait. Ou plutôt des gens qui ont acheté pour de mauvaises raisons. Ouais, mais je te dis pas non, je te dis juste, moi, il faut que j'analyse plus loin avant de mettre $1 là-dedans, parce que là, concrètement, il faut que je réduise le risque que ça aille à zéro, parce que d'un point de vue technique, il y a quand même pas mal de chances que ce soit le cas. Je te dis juste que là, graphiquement, pour moi, c'est pas ici que j'exposerai du capital sans faire un investissement. D'accord? C'est tout. Donc, qui dit investir, dit que là, il faut pousser un peu plus loin qu'une analyse graphique, quoi. Ah ben, je vois pas où tu me sors le ratio dette-fonds propre, parce que là, moi, tout ce que je vois ici, c'est la dette, elle fait que augmenter, hein. En plus de ça, ils émettent des actions, donc, enfin, voilà, c'est diluer l'investisseur, hein. Je, je, moi, j'aurais du mal à investir sur un truc pareil, hein. Je vois pas les réserves de cash, mais vu les pertes que ça fait, s'ils ont du cash, je sais pas trop ce qu'ils en font. Bon, bref, on va pas faire d'analyse fonda. On fait que se perdre là ce matin, on a déjà perdu 27 minutes. Bon, bref, on refait du graphique, ok? On bouffe du chart et on fait des tendances. Autre chose ou je fais au random? Kellogg. Je l'avais en plus. Bon, il était là. Ok. Punaise, on est déjà en mensuel. Ça promet. Alors, Kellogg. Oh, ça aussi, ils m'ont fait analyser les étudiants. Je sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas structurer ce truc. Pour moi, ça devait s'arrêter là. Jusque-là, je connais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Euh, Voire même jusqu'ici, je connais, puisque le pullback est là. Euh, donc, ouais, moi, jusque-là, ça me va à peu près. C'est quand même très excessif déjà en mensuel. Mais jusque-là, je sais à peu près caler, quoi. Quoique là, il n'y a même pas le range sur l'UT inférieur. Non, non, non. Donc, pour moi, c'est vraiment là. Pullback ici, excès final là. Et à partir de là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Pour moi, je sais que la valeur de ce truc, c'est là. Si ça revient à 37, je jette. Là-haut, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ça marche? Et là, il n'y a pas besoin de faire une analyse fonda, etc. Tu vois, là, juste avec un graphique, tu fais le taf. Parce que les prix ne mentent pas. C'est possible. Mais oui, c'est ça, je crois, hein, Kellogg's. Euh, Next. Donc Kellogg's, pour moi, c'est vraiment, voilà, ça se tient bien ici, paf, le pullback. D'ailleurs, le pullback n'est pas là, hein. Vous auriez pu vous dire, hein, oui, mais Phil, on a fini le cycle. Et oui, mais non, il n'y a pas de range mature sur l'UT inférieur. Donc là, du coup, ça repart. On va dire, ça diverge un peu par là. Du coup, là, il y a vraiment le pullback. Tac, tac, tac. Et là, l'excès final. ADI. Ah, vous avez le chic de me sortir des trucs folklore quand même, hein. Donc là, même le trimestriel est enfin le mensuel est à la bourre. Donc là, c'est trimestriel. Et
voilà quoi. Hein. Et 2 cycles, celui-là revient pas nécessairement taper. Ah si, bah ça doit être un multi-time frame ça. Attends, faut que j'aille vérifier, mais ça c'est sans le multi-time frame. Alors, oh là là, le bordel, j'y vois rien tellement c'est le foutoir. Ah non, c'est pas multi-time frame. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord, 1973. Ah oui, ça rigole pas ça, dis donc. Euh, Waouh, et je suis déjà en mensuel. Bon, je sais pas, mais c'est une histoire cette boîte. Putain, les types sont en vie depuis 1973 et il y a de la croissance toujours 50 ans après. Euh, c'est quoi ça? Ça fait quoi ce truc? Parce que c'est impressionnant. Hein. Et semi-conducteur. Depuis 1973? The fuck? Bon, pour moi, il y a 3 cycles. Hein. Voilà, c'est juste de dire, je sais pas, c'est de la folie ce truc. Hein. Je pense que c'est la première fois que je vois une boîte pareille. Donc là, l'analyse ne peut pas se faire graphiquement. Hein. Il y a juste 3 séquences de marché. D'accord. Et moi, honnêtement, je ne sais pas séquencer ça, quoi. Il n'y a pas d'overlap, etc. Bah, ça dépasse mes compétences. Là, je peux te dire, d'un point de vue graphique, je ne peux pas analyser ça. Hein. C'est très compliqué. Ah, faut pousser un peu plus loin. Hein. C'est juste de dire, ici, on s'arrête sur la partie graphique, parce que c'est ce que j'essaie de vous enseigner. Ça, je peux l'analyser, mais il faut que j'aille beaucoup plus loin et on va pas, enfin, on quitte le territoire pédagogique. C'est hyper intéressant, un truc comme ça, hein. Enfin, mais ça nécessite d'analyser un peu plus. Autre chose? Nope, je fais au hasard. Allez. Ah, bah voilà, là déjà on est à plus court terme. Ok. Bon, là c'est à peu près ça le time frame, il n'y a pas de souci. Ok. Là, ouais, ok, on va rester là-dessus. Donc, pas de la tendance. Enfin, ou alors tendance baissière, mais il n'y a pas de breakout, il n'y a rien. Donc, c'est juste, ça baisse, ça peut remonter, ça peut rebaisser, ça peut aller à zéro. Enfin, c'est pas. Voilà. Mitsubishi. Oh là là, le truc neuneux de l'espace. Ok. Donc, pas de tendance. Ouais, si vous en avez à me sortir, que j'évite de passer 50 ans, mais BMI. Ouf, oh bordel. Oh là là, mais vous avez le chic de me trouver des trucs de l'espace. Oh là là, le truc. Ok, alors ça, c'est du multi-time frame. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vois déjà la séquence. Ok, très intéressant ça. Mais par contre, attention, c'est le dernier cycle. Hein. Donc là, vous voyez, le gros range, c'est le typique hein, du multi-time frame, puisqu'il faut accumuler sur 3 time frames. Premier breakout, premier pullback. Donc ça doit être pullback hebdo. C'est ça, ouais. Donc là, tu es sur un multi-time frame trimestriel. Bon, c'est bien funky comme truc quand même, hein, mais... Tac. Du coup, tu as le premier pullback ici, qui est le pullback hebdo. Là, le pullback mensuel, bien visible. Enfin, là ou là, hein, tu me le mets où tu veux, on s'en fout. Enfin, en gros, il s'est produit là. Le range mature était là, donc le pullback mensuel est là. Et là, tu vas manger le pullback trimestriel. Donc attention, mon coco, ça, quand ça va se retourner, ça va faire très mal. Mais, encore une fois, ça va tomber. Tout le monde va te dire ah, l'éclatement de la bulle, machin, je sais pas quoi. Moi, je te jure que ça, à 28-30 dollars, je mets la caillasse. Sans hésiter.
Mais tu es sur le pullback de degré majeur, donc ça, bam, quand ça va tomber, ça va faire comme le Nasdaq. Hein, tu sais, les mecs qui vont se réveiller, ah mon Dieu. Mais très intéressant. Ça, c'est du multi-time frame, pur, dur, pas de souci là-dessus. D'ailleurs, ça va mériter un bon screenshot. Bon, c'est du trimestriel, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que là, voilà, les vrais contextes excessifs, tu les verrais ici hein, en trimestriel. All right? Hein, tu vois bien qu'on a largement rangé en mensuel pour avoir fait un range trimestriel, quoi. Comment je vais faire? Voilà, ça. Ok. Alors, EDAC. Ok. Ouais, ça c'est bien. Donc le bon range hebdo. Ok. Donc là, on a bien le bon range, ça a bien fait les bornes, ça break, ça casse les cycles. Ah, c'est pas foufou sur les cassures de cycle encore. Hein. Tu vois, normalement, là, ici, j'aimerais bien voir le tac, là. Ça continue, ça pousse. Bon, bref, en tout cas, si on considère qu'il y a un breakout, ce qui me paraît pas mal quand même. Donc, ça break à peu près par là. Il y a tous les éléments, sauf, bon, Sine Wave qui est un peu à la ramasse. Mais c'est pas grave, vous savez que Sine Wave, il peut merder un peu. Enfin, il a une composante prédictive. Donc, Sine Wave, des fois, il peut être à la ramasse. Là, tu vois que les cycles, il a un peu chié sur les cycles. Peut-être qu'au final, la cassure de cycle, elle est là. Hein. Bon, c'est un peu space là ce qu'il nous a fait. Je sais pas trop pourquoi il a dû essayer de recaler ses phases n'importe comment là. Bon, bref, en attendant les prix, eux, il n'y a pas de souci. Tu as largement les clôtures au-dessus des contextes, le momentum dans la stratosphère. Donc, bon, voilà, il y a clairement un breakout ici, on va pas se mentir. Tu valides et tu confirmes, ouais, à peu près par là. Donc là, tu vas dire valider, confirmer. Donc là, c'est application des suivis de tendance. Putain, pour un premier suivi de tendance, celui-là, il a dû secouer du monde. Donc, tu fais ton suivi de tendance UT-2. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Tac, tu as une troisième borne en retard là, donc tu n'achètes pas la moyenne. Donc, tu as ta troisième borne en retard là, hein, tu fais bien contexte, contexte, tu rebondis sans faire de nouveau plus haut et tu casses le point bas. Donc là, tu ne peux pas acheter la moyenne. Et du coup, tu es obligé d'attendre que ça casse ça. Et pour l'instant, ça casse que dalle. Voilà ce que j'aurais à te dire. Donc tu es obligé d'attendre pour l'instant que ça veuille bien casser cette zone-là. Voilà. Et je noterai quand même que du coup, ça rebondit ici sur ta moyenne, mais ta moyenne daily. Donc moi, je noterai, attention, quand même. Ouais, non, il n'y a clairement pas de range mensuel. Non, non. Donc si tu veux trader ça en tendance, tu peux. C'est en suivi de tendance, mais il faut attendre que ça casse la zone des 19, là, etc. Voilà. Et cette stratégie est applicable tant que tu n'as pas revisité le niveau de breakout. C'est-à-dire que là, si ça rechute et que ça vise le niveau de breakout, qu'est-ce qui se passe? Tu reviendras sur un schéma de vague 5 étendu. Au mieux. Voilà. En te rappelant que la vague 5 étendue, c'est pas très attractif d'acheter la 2. Tu vois. Tu peux toujours racheter ici, mais ici, il vaut mieux appliquer du neuneu. C'est-à-dire, quand une tendance ne marche pas, ici, tu sais que tu as ton Fibo 76, mais dans ce cas-là, tu le fais en mensuel. Et tu vois, et tu te dis, je vais attendre que ça décale sous le contexte mensuel. Il vaut mieux chercher toujours le plus faible risque. Quoi. Voilà. Si la tendance échoue, pour ma part, c'est que c'est un range. Et généralement, c'est un range sur l'UT supérieur. Donc, si ta tendance mensuelle, elle se prend un gadin, il vaut mieux trader un range mensuel. C'est beaucoup moins risqué que de te dire j'achète la vague 2 d'une future vague 5 étendue, parce que tu vas déjà en train de commencer à être 4-5 coups en avance. C'est réservé aux expérimentés, ça. Je te le dis direct. Voilà. Ça peut tout à fait se produire, mais le trade à faible risque dans une vague 5 étendue, c'est pas la vague 2. Voilà. La vague 2, elle est très très compliquée. Et laisse faire la vague 3. Tu vois, il vaut mieux que tu rates ça, que tu attendes tranquillou ici pour te positionner là derrière avec la moyenne ascendante et acheter la vague 4. Voilà. Raisonner gestion du risque. Moi, je suis là pour vous enseigner ça en fait. Je ne suis pas là pour vous enseigner à trader tous les mouvements de marché, mais vous apprendre à trader ceux qui sont de loin les plus safe. De toute façon, je vais restructurer tout le contenu éducatif dans les TL là-dessus. D'accord? Je ne vous apprends pas à trader tous les machins. Je vais vous les apprendre un par un dans l'ordre de la gestion du risque. D'abord les plus faciles jusqu'aux plus compliqués.
Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Après, je peux vous apprendre à trader n'importe quel type de mouvement. Mais apprendre à trader la vague 2 d'une vague 5 étendue, c'est très compliqué, quoi. Ok? Donc, autre chose, il y avait quoi? J'en ai raté d'autres. AEP. AEP. Ok. Uch. Uch. Oh putain. Bon. Pareil, vous me sortez des trucs qui ont 50 ans d'expérience. C'est quand même une histoire. Je sais pas ce que c'est. Enfin, tu vois, moi, il n'y a pas de tendance sur les cycles. Allez, ici, à la limite, et puis c'est au moins sur l'UT supérieur, au moins trimestriel. Donc, why not, hein, mais comme je te dis, trimestriel, je sais pas si tu as la patience, hein. Bon, après, si on fait le job ici, donc de ne pas se mettre dans un cadre d'application de stratégie de trading, mais juste d'analyse graphique, moi, la gestion à faible risque, elle est au moins en trimestriel. C'est même peut-être même annuel ici, hein. D'accord? Vous dites trimestriel théoriquement. Si j'approuvais le créer, bon, je ne peux pas dans TradingView, l'indicateur écrirait des boîtes de contexte qui durent 3 ans. D'accord? Donc tu te dis ici, ça a duré 70, ouais, ça a duré 40 ans, on va dire, à 45 ans. D'accord? Donc 45 ans, ça veut dire que tu aurais 12 boîtes de contexte trimestrielles. Ça fait déjà un beau range bien mature, quoi. OK? Si on partait sur des annuels, ça ferait ouais, et encore trimestriel, je sais pas si je mettrais 3 ans, hein. Mais bon, l'annuel, il faudrait mettre 4 ans, tu vois. Tu sais, le ratio, c'est à peu près 1 pour 4, quoi. Ah non, l'annuel serait 5 ans. Voilà, on va dire des cycles de 5-6 ans. À peu près, ça ferait ça. Enfin, je ferais 5 ans pour de l'annuel. Donc, ça veut dire sur 40 ans ici, d'accord, tu aurais 8 boîtes de contexte annuel. Ça colle pour moi, hein. Donc là, c'est de dire s'il y a une tendance, en considérant que ça, c'est bien un breakout, c'est sur de la tendance annuelle. Voilà. Bon, malheureusement, je ne peux pas le faire, comme je te dis. C'est un peu chiant. Maintenant, j'espère pouvoir un jour le faire, mais pour l'instant, c'est pas possible. Ça marche pour ça, donc on arrête à UP, c'est juste parce qu'il y a probablement une belle tendance, hein. Et pour moi, le range est vraiment beau, mais c'est sur des time frames sur lesquels vous ne pouvez pas voir. Alors, comme ici, j'essaie de vous apprendre à lire les indices, donc on va essayer de rester pragmatique. FDE. Ah merde, attends. Toi, tu veux probablement Française Énergie, je pense. C'est ça? Ou c'était celle juste avant? Voilà, parce que ça me paraît plus logique, ça, hein. Ok. Donc là, pareil, on va être sur du mensuel. Entre l'hebdo et le mensuel. Bon, je pense qu'on va rester sur l'hebdo, c'est plus propre. Voilà, l'hebdo, c'est pas mal. Donc là, pareil, tu vois que l'hebdo, ça traîne un peu, c'est un peu long. Euh, le mensuel, c'est trop court. Donc théoriquement, ici, le bon time frame, c'est 2 semaines. Mais bon, je dis, il vaut mieux que vous appreniez à respecter une grille plutôt que d'apprendre à constamment changer la grille. Donc, la grille ici, il faut juste voir que du coup, l'hebdomadaire va être un peu sensible, le mensuel va être trop lent. Donc, prenez toujours celui qui sera à plus faible risque. Vu que vous suivez la tendance, il vaut mieux être sur l'hebdomadaire du coup. OK? Et dans ce cas-là, vous gardez des stops un peu larges. Ça marche? OK. Bon, bref, du coup, le range est bien là. Le breakout est bien là. C'est propre. Un range à 5 bornes. 5. Il y a même une accumulation. Donc ici, c'est validé. D'accord? Sortie par le haut de l'accumulation. Report de la Q. Validation. Et confirmation, on doit être à peu près par là. Donc là, vous êtes validé, confirmé, et vous attendez les suivis de tendance. OK? Donc ça confirme bien ici, c'est pas mal. Ça va pour tout le monde? C'est bien confirmé, il y a bien la cassure des cycles, il y a tout ce qu'il faut, ça tient les clôtures au-dessus des contextes, blablabla. Donc là, c'est du pure tendance parfaite en hebdo. Donc là, pareil, suivi de tendance en 4 heures. Et tu en as eu un ici. Et c'est pas normal qu'on repasse dessous.
Voilà. Donc là, effectivement, tu vois, c'est un peu l'éternel problème, comme je te dis, c'est qu'à mon avis, ton suivi de tendance, il est entre le 4 heures et le daily, quoi. Donc là, c'est vrai que payer cette moyenne, ça me paraît pas dégueu. Maintenant, moi, j'aurais franchement payé celui-là déjà, sans hésiter, hein. Alors, le 4 heures, est-ce qu'on avait fait... Je te dis ça, j'ai pas fait gaffe, hein. Est-ce qu'on avait fait une troisième borne d'abord? Bah non, pas de troisième borne là, hein. One shot. Bon, ah, sauf si tu considères que ça, c'est la troisième borne. Ok. C'est-à-dire, si tu dis on n'a pas fait de nouveau plus haut ici, ok. Dans ce cas-là, c'est double top, double bottom, et tu traites pas ça. Ok, je peux le concevoir. Je peux le concevoir. Bon, de toute façon, on y revient. L'hebdomadaire, d'accord? De base. Pour moi, le problème, il est là. C'est regarde tes boîtes de contexte, d'accord? C'est normal que ça casse un peu au niveau du breakout. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, tu vois que c'est quand même un peu excessif sur l'hebdo. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À mon avis, l'hebdo est trop sensible. Le mensuel est trop lent. Théoriquement, c'est entre les deux là que tu aurais les bons time frames. Donc, entre la moyenne 4 heures et la moyenne daily, voilà, c'est moi, j'aurais pas trop de soucis ici à m'être posé quand même acheteur de la moyenne 4 heures en me disant je garde du mou pour acheter la moyenne daily au cas où. Je sais pas si c'est clair ou pas. Tu vois bien qu'on est entre deux time frames là. Ok? Donc, en soi, soit ici tu te dis bon, je décide de péter ma règle, je vais trader en 2 semaines. Bon, ok, comme je t'ai dit, après le marché a ses propres règles quoi, hein. Et là, tu vois que c'est beaucoup plus constant, justement, effectivement. Là, tu vois, tu étais sur le bon time frame. Ça, c'est les breakouts que tu connais. On est d'accord ou pas? Graphiquement parlant, là, le 2 semaines, il est perfecto. T'as le beau range parfait. Là, tu vois pas les excès que tu vois en hebdomadaire, etc. Je peux pas t'enseigner, si tu veux, dès le début, à commencer à tordre les trucs, quoi. Mais je veux que tu sentes que ton hebdo, il est excessif, mais que ton mensuel, il est trop lent. Ok? Bon, j'ai pas encore défini à 100% comment j'allais vous faire ça dans la formation V2, là. Mais ici, clairement, c'est bi-hebdomadaire, quoi. Là, tu as un super bon time frame ici. OK? Dans le PDF, je vous avais donné hein, les deux classes de. Les deux time frames, quoi. Parce que je me suis dit, il y en a certains qui aiment trader en 30 minutes et je sais pas quoi. C'est juste, vous prenez deux grilles différentes. Donc là, à la limite, si tu veux vraiment mettre du capital là-dessus, le plus propre, c'est le bi-hebdomadaire. Dans ce cas-là, sur cet actif-là particulièrement, tu vas appliquer une structure bi-hebdomadaire. Donc dans ce cas-là, tu mets le suivi de tendance sur quel UT? On va voir si tu suis ou pas. 8 heures. Voilà. OK? Les indices le font, hein, tout ça. J'ai codé les deux grilles dedans. Donc là, théoriquement, tu ferais ton suivi en 8 heures. Voilà. D'ailleurs, là, non, là, la moyenne, elle est pas bonne. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? 8 heures. Le contexte, il m'a mis quoi? Attends, c'est moi qui suis bigleux ou il y a un truc qui me chiffonne là. Ah oui, bah il a mis 2 semaines. Ah oui, non, je suis con. Non, non, c'est bon, c'est 2 semaines. Voilà. Non, la moyenne n'a pas beaucoup réagi, hein. Effectivement, tu vois, c'est pas fifou, hein. Mais tu es toujours dans ta gestion, hein. Moi, je pense que si tu as payé là, il n'y a pas trop de soucis, hein. Tu n'es toujours pas stoppé là, hein. Le pullback est un peu profond, hein. Je te l'accorde sans problème, hein. Tu connais tes pullbacks, tu vois bien que ça, c'est vachement profond. Moi, pour moi, c'est là que ça se paye, hein, un pullback. Enfin, un pullback, un suivi de tendance. Donc là, ça, bah, c'est plus de dire, bah, moi, je le subirai, si tu veux, en tant que tel. T'as jamais ça ne te permet pas de prévoir l'avenir, mais pour moi, là, elle est là, la zone de suivi, hein. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a vu avant. Moi, je pense que le 8 heures est propre, hein. Et effectivement, moi, j'aurais payé par là, quoi. Là, c'est vraiment la zone à payer, quoi. Enfin, moi, je vois ça dans une tendance, je réfléchis pas 20 ans, je paye la moyenne, hein. Au pire, tu prends un stop, hein. Mais
Normalement, tu le sais, ton suivi de tendance, le stop est sous le contexte du T supérieur. Donc attends, 8 heures, ça nous fait 2 jours. Donc si tu vas en 2 jours, ah oui, ouais non, ouais, tu te serais fait stopper là. Bah, c'est pas grave, moi je fournis pas la stratégie qui trouve tous les trades qui marchent, hein. Donc moi, pour moi ici, tu rentres, tu prends un stop, point. Voilà, terminé. Le time frame le plus propre, c'est clairement le 2 semaines. Et dans ce cas-là, ça te propose un suivi de tendance là, marché te stop, tu prends ton stop et puis c'est tout. Voilà. Non, 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 moi je mis 2 jours, je pense. 2 semaines, 2 jours. Je passe bien du daily à l'hebdo. Donc je vois, à mon avis, je pense que c'est 2 heures, hein. Enfin, c'est 2 jours, pardon. Ok, bon, bref. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Évitez de faire ça tout seul. D'accord? Je veux pas que vous improvisiez trop sur les grilles de time frame. Mais quand clairement vous voyez ce moment-là où c'est trop lent sur le time frame d'en haut et clairement pas beau et trop excessif sur le time frame d'en dessous. Sentez bien que c'est entre les deux, quoi. Voilà. Mais demandez toujours quand même l'aval de quelqu'un d'autre. Je veux pas que vous preniez tout seul la décision d'aller changer la grille de time frame, quoi. De toute façon, d'accord? Donc, comme on l'a dit, que ce soit en 4 heures et que tu prennes ce premier suivi de tendance, celui-là, il est beau, hein, d'accord? Donc, lui, il n'y a pas de souci, tu auras pris un gain dessus. Tu vas te faire stopper au deuxième si tu as tradé sur l'UT hebdomadaire. Si tu as tradé en bi-hebdomadaire, tu es rentré là, tu prends un stop. OK? Si tu trades en mensuel, tu es en train de rentrer maintenant, puisque la moyenne, elle est là. OK? Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Toutes ces stratégies sont bonnes. D'accord? Il faut que vous enleviez de votre tête le truc que la stratégie que je vous apprends, elle va vous apprendre à gagner sur tous les trades. Elle vous fournit un cadre qui fait que plus tu trades avec ces règles, plus tu gagnes. Point. Que je te dis, moi, n'importe lequel des choix que tu auras pris ici, c'est-à-dire, je me positionne en hebdo, donc je fais mon suivi de tendance en 4 heures. Le premier passe, le deuxième passe pas. Parce que le deuxième, il doit être à peu près par là. Tu vas te faire stopper. Si tu trades en bi-hebdomadaire, comme je t'ai dit, avec des pincettes, éviter de faire ça tout le temps, mais si tu le fais, pouf, tu rentres, tu prends un stop. Si tu trades du coup sur le time frame le plus large, le mensuel, qui est quand même, franchement, il n'y a pas folie en termes de range, hein, mais je ne te dirais pas le contraire, hein, tu vois, dans ce cas-là, tu rentres ici, bon, il n'y a pas de sine wave tellement il n'y a pas d'historique, mais si tu te dis, dans ce cas-là, je prends ça comme time frame de référence, tu vas payer ta moyenne 20, tu es dessus, paye. Et pour moi, toutes ces stratégies sont bonnes, parce qu'à partir du moment où tu auras ce processus de pensée et que tu le répètes, ça gagnera de l'argent. Sur cette action-là, j'en sais rien, peut-être pas. Alors, le suivi de tendance, tu dois mettre à break-even quand tu prends le deuxième. Donc, si tu te remets en 4 heures, tu payes celui-là. Enfin, moi, je pense que celui-là, moi, je le paierais sans hésiter, quoi. Donc, tu payes là. Allez. Pourquoi il n'y a pas plus d'historique? C'est quoi ce délire? Hein? Ah, mais oui, parce qu'on part en intraday. Ok, attends. Hop, pardon. Donc, pour ma part, tu fais ton premier ici, sauf que c'était déjà ton deuxième. T'as pas vu là? Donc, si tu te mets en 4 heures, tu as une troisième borne ici. D'accord? Tac, tac, troisième. Elle est cassée. Donc, tu as un premier suivi ici. Tu en as un deuxième là sur la moyenne. Et du coup, tu es fini ici, hein. Donc, si tu tradais en 4 heures, tu as déjà fait tes deux suivis de tendance. Tu es en train d'attendre le pullback. OK? Bon, ton pullback, il n'est pas prêt d'arriver là quand même, hein. Oh, quoique. Si, tu as déjà les clôtures sous les 50% de contexte et tout, hein. Donc, si tu as fait en 4 heures, tu as eu un premier suivi là, un deuxième ici, et ta divergence là. D'ailleurs, tu as les signaux de TP, ça c'est clairement typique d'une divergence, hein. Moi, je te dis, cette séquence, elle me gêne. Je sens clairement qu'elle est entre deux. Tu vois bien qu'en hebdo, tu as vu la longueur du range? On est d'accord, il faut que tu le vois, que là, le ratio, si tu veux, de temps passé à préparer la tendance pour le peu de temps passé dans la tendance, pour moi, il y a une asymétrie trop grande là.
Il y a trop de cycles dans ce truc. Donc, ça sent clairement le mensuel, comme je te dis. Mais là, tu arrives en mensuel et tu fais, oh là, ça. Donc, moi, je pense que c'est franchement entre les deux que c'est pas mal. Et ta moyenne 20, là, elle a quand même pas mal de chances de réagir, je pense. Non, non, non. Ça, c'est pas multi-time frame. Ça, c'est clair que non. Multi-time frame, ça part pas violent comme ça. Multi-time frame, ça part tout doucement, très lentement. Hein, le multi-time frame, c'est à la fin de la tendance que ça devient excessif, pas au début, justement. En 12 heures. Non, 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 non. Voilà, tu vois, ça, c'est la réaction à pas avoir. On commence pas à créer des grilles de time frame parce qu'on en a envie, quoi. Non, c'est vraiment, il faut rester. Il vaut mieux avoir un cadre, d'accord? Aussi imparfait soit-il, que d'apprendre à bousculer le cadre quand ça vous convient pas. Là, sur ce truc-là, comme je t'ai dit, si tu trades en hebdo, tu bouffes un stop. Non, pardon, si tu trades en hebdo, tu as tes deux suivis de tendance et tu attends un pullback. Si tu trades en mensuel, tu es en train de faire ton premier suivi de tendance. Si tu décides d'aller en bi-hebdomadaire, tu seras rentré sur un suivi de tendance avec un stop. Point. Et comme je t'ai dit, applique ce type de stratégie de façon constante et tu gagneras de l'argent. Point. Maintenant, bah ici, si tu changes la grille de time frame, tu prends un stop. Si tu vas sur le time frame le plus agressif, tu auras fait deux suivis, tu auras un gain et tu attends un pullback qui va pas tarder à arriver. Si tu es sur le time frame le plus large, celui où pour ma part il y a quand même le moins de risque, le mensuel, tu es en train de faire ton premier suivi de tendance. Dans tous les cas, il y a bien une chose que tu fais que ne font pas la plupart des gens, c'est que tu as structuré toutes tes prises de décision. Tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Et c'est ça qui fait que tu vas gagner. Pas forcément sur la Française Énergie, mais sur les X milliers de trades que tu vas faire avec cette stratégie. C'est vraiment ça que je vous apprends, les gars, en vrai. Hein. Il ne faut pas chercher derrière à tordre les règles pour essayer de voir comment tu aurais pu éviter de prendre un stop loss ou je sais pas quoi. Tu vas en manger des stops, c'est la base. Ouais, on a encore 5 minutes, on en fait peut-être un dernier. Celui-là, il est intéressant, effectivement, parce qu'il est très très chiant à naviguer. Même moi, je pense que j'aurais peut-être bouffé un stop loss là-dedans. Mais ça ne m'empêchera pas d'y revenir. Hein. Je vois bien que ça colle à une structure de tendance. Ce qui me casse les couilles ici, c'est le time frame de référence. Et ça m'emmerde autant que vous. Hein. Ça m'emmerde autant que vous. Celui-là, il est pas facile à analyser. Je vous le cache clairement pas. Mais la plupart des actifs sont bien plus faciles à analyser que celui-là. Hein. Alors non, on va finir celle-là d'analyse parce que c'est hyper important. Donc, quand vous avez ce type de truc-là, comme je vous dis, essayez de raisonner quand c'est pas clair comme ça. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs options. Soit je fais comme si c'était clair, j'oublie le truc, alors que j'ai tous les éléments rationnels. L'hebdomadaire, c'est beaucoup trop rapide. Enfin, c'est beaucoup trop lent. Non, enfin, bref, c'est trop sensible. Et le mensuel, c'est pas assez sensible. Bon, donc clairement, je me dis, ah, ça fait chier, ça rentre pas dans mes boîtes. Donc, comme j'ai dit, soit vous faites, bon, ok, je vais aller dans la boîte intermédiaire, je vais en 2 semaines. Donc, comme je dis, je suis pas contre cette idée, mais je veux pas que vous le fassiez tout le temps. Et de préférence, essayez d'avoir un avis extérieur pour être sûr que vous ne faites pas ce que vous avez envie de voir. Deuxio, quelle est l'autre option que vous pouvez faire? Qui est pour ma part la bonne. En tout cas, moi, c'est celle que je pratique. Pour moi, les deux sont bonnes. Hein. C'est de dire vraiment, quand vous avez concrètement, visuellement, vous voyez que c'est entre les deux, allez entre les deux éventuellement. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ne raisonnez pas à l'idée de FDE. Essayez de raisonner quelles règles vous pouvez appliquer sur une centaine de trades pour lisser justement l'incertitude. Alors, il y a cette option qui est bien, c'est de dire dans ce cas-là, vous ignorez l'UT la plus rapide, ou vous dites, bon, je prends que l'UT la plus large, au risque de ne pas être dedans. D'accord? Essayez de penser toujours, qu'est-ce que ça introduit comme variable? Cause-conséquence. Donc, si tu vas sur l'UT la plus large, là, en l'occurrence, tu choisis donc le mensuel, d'accord? Sur cette action-là, FDE, en l'occurrence, du coup, tu fais ton premier suivi de tendance, alors qu'en hebdomadaire, tu aurais déjà récupéré 2 suivis de tendance et tu serais en train d'attendre un pullback. Le pire, c'est que probablement les deux marcheront. Tu vois ce que je veux dire? Il est fort probable que ton premier suivi de tendance, en mensuel du coup, corresponde plus ou moins à un pullback en hebdo.
On est d'accord ou pas là-dessus? Mais sinon, comment tu fais? Si tu as deux trucs qui sont entre guillemets équipotentiels et tu sais pas lequel choisir. Parce que ça va vous arriver souvent. Alors, je vous dis, il y a la solution 1, je prends l'UT intermédiaire. Moi, j'aime pas trop faire ça. Enfin, perso, je fais pas ça. Super. Voilà. Tu vas mettre 2% de risque, mais pour les deux. C'est-à-dire, tu mets 1% dans un, 1% dans l'autre. Tu ne joues qu'un seul scénario, donc tu n'as le droit d'ouvrir qu'une poche de 2% de risque, mais tu fous 1% dans chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que du coup, quand tu fais tes suivis de tendance en hebdo, tu mets qu'1% dedans, pas 2. Et tu gardes 1% au cas où, du coup, le suivi de tendance se fasse sur l'UT mensuel, donc en daily. Et dans ce cas-là, tu as 1% pour chacune des stratégies. Et ça, moi, perso, c'est comme ça que je travaille. Quand j'arrive pas à distinguer deux scénarios, qui sont pour moi tout aussi potentiels l'un que l'autre, et que je veux m'y exposer, je prends les deux. Et je garde une poche de risque pour chacun d'entre eux. C'est pas forcément la plus logique. Comme je dis, pour moi, les deux peuvent fonctionner. Mais déjà, il faut savoir que c'est relativement rare. C'est-à-dire quand vous avez ces zones de gris et d'incertitude, voilà, l'option d'aller taper sur le time frame intermédiaire, c'est pas totalement con. Mais moi, perso, je fais pas ça. Je préfère effectivement cette stratégie-là. D'aller en fait couper mon risque. Si j'ai deux stratégies potentielles, je fais 1% sur chacune. Ah putain, merde, déjà. Désolé. Pardon, on y revient. Côté divergence, c'est pas vu passer la question. C'est quoi? Tu peux me la remonter? Ah non, peux-tu nous montrer où tu regardes pour la divergence? Ok, pardon. C'était FDE, c'est ça? Oui. FDE. Du coup, donc, tu reviens toujours sur ton time frame principal pour la divergence. Ok. La divergence, ça se recherche sur le time frame de la tendance, hein. C'est de dire, la divergence, c'est est-ce que j'ai eu deux suivis de tendance? Là, en l'occurrence, on a vu oui. Ok. Donc, tu as eu tes deux suivis de tendance. La divergence se produit toujours au niveau du canal de tendance. D'accord? C'est-à-dire que tu dois voir en général ce truc-là. C'est-à-dire, tu vois, tu as le premier pic, ça va rechuter. Ok? Et en général, tu reviens chercher ton canal de tendance. C'est toujours normalement au-dessus des contextes, puisque les contextes doivent monter dans le sens de la tendance. Parfois, tu as des divergences qui se font à l'intérieur du contexte, mais il faut au moins être dans le contexte, voire au-dessus. Et après, tu traites des signaux là, hein. Voilà. Donc ici, tu es suracheté après deux suivis de tendance. Voilà, tu es au niveau du canal de tendance. Et moi, ça, c'est clair, net et précis que je sais qu'ici, la divergence, elle est là. Donc, soit tu sors là quand tu as le signal, d'accord? Soit effectivement, tu attends la détection du contexte et tu sors sur le repli derrière et tu prends ton take profit là. Et après, tu attends. C'est bon pour la div? De toute façon, la divergence, c'est pas c'est pas un contexte que vous tradez à la vente. C'est un contexte sur lequel vous sécurisez les profits de vos suivis de tendance quand vous les avez réalisés. C'est plus dans la séquence, vous dites, OK, j'ai fait 1, 2 suivis de tendance, donc je me prépare pour la divergence, et si j'ai des signaux de divergence, je récupère les profits de mes suivis de tendance. Au moins du deuxième suivi de tendance, le premier, des fois, vous pouvez le garder. C'est à vous de voir, voilà. Ah oui, oui, toujours, toujours, toujours. Le trade d'accumulation, il faut jamais, jamais le sortir. Vous me le foutez à break-even et on n'y touche plus, quoi. Et pareil pour le breakout.
Voilà, la divergence, ça sert à récupérer les suivis de tendance. Parce que concrètement, en récupérant tes trades en suivi de tendance, donc tu en avais un là et je sais plus, un par là, d'accord? Tu récupères tes deux trades par là, ok? Ça te permet en fait de financer ton trade de pullback, etc. Et puis surtout parce que, attention, il y a plein de cas de figure, celui-là d'ailleurs en partie, où ton pullback va être un peu profond. Tu vois, là, tu as un pullback de 50% ici. Le problème, c'est que si tu sors pas tes suivis de tendance, ils vont se faire stopper. Ce qui est quand même con parce que du coup, tu as quand même pris un risque. Tu avais un rendement, mais voilà. Donc, il faut que tu pondères les deux. Moi, c'est ce que j'ai fait quand même depuis des années pour essayer de vous structurer ce truc-là. Je te dis, sur la divergence, c'est quand même intéressant en général de regarder où sont tes suivis de tendance. S'ils sont loin de ton point de divergence, tu peux éventuellement sortir que le deuxième, tu gardes le premier. Là, en l'occurrence, tu as vu, les deux sont quand même au niveau du Fibo 38. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Encore une fois, c'est logique, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Si tu arrives sur la divergence, si tu réfléchis, logique, stratégie, gestion du risque, tu te dis, c'est quoi le next move? C'est le pullback. Qu'est-ce que tu sais du pullback? Qu'on va retracer minimum 23, voire 38. Donc en gros, tu as tes deux suivis de tendance sur la zone où tu es supposé retracer. C'est complètement con ici de laisser tes trades ouverts. On est bien d'accord. Là, ici, sur ce type de divergence, faut clairement sortir ta thune sur les deux. Voilà, c'est plus de dire, admettons, ici, si tu avais eu un premier suivi de tendance là, d'accord, et le deuxième ici. Là, est-ce que ça vaut le coup de sortir celui-là quand tu es là-haut? Alors, je te remets en contexte. Tu dois prendre la décision ici, d'accord? Là, tu as vu tes signaux de divergence, tu vois clairement qu'il faut arrêter, quoi. Voilà. Faut arrêter, faut réfléchir clairement à sortir tes suivis de tendance. Ok? Donc, quand tu es là, tu te dis, j'ai eu un suivi de tendance ici. Pourquoi ça ne veut pas mettre mes flèches? C'est chiant. Tu as eu un suivi de tendance là et un autre ici, admettons. D'accord? Tu vois bien, retracement 23 et 38, celui-là, il est plutôt safe. Ça marche ou pas? Tu sais que ton pullback, là, il devrait faire un truc comme ça. Donc celui-là, tu peux le garder, quoi. Tu peux le garder. Tu n'es pas obligé, tu vois. Si tu veux la jouer faible risque, franchement, mais dès que tu as la div, tu te barres. Mais comprends que celui-là, si jamais, au fait, ton marché, surtout en plus, tu ne savais pas sur quel time frame de base tu étais, imagine tu es en mensuel. Dans ce cas-là, le truc, il réaccélère et il repart to the moon. Tu seras bien content de l'avoir gardé, celui-là. Ok, mais par contre, des suivis de tendance qui sont sur les Fibo 23 ou 38, quand même, sors-les. Tu pourras toujours les sortir sur la troisième borne. Hein, tu vois, ça arrive souvent que derrière ton pullback, il fasse ça, il vient de faire une troisième borne ici, et dans ce cas-là, tu récupères ton profit là. Pour le deuxième, ou le premier, enfin, voilà. Mais il faut te prémunir contre le risque, et ça arrive souvent, que tu aies un repli immédiat au Fibo 38. C'est-à-dire un pullback qui fait des triangles. Tu verras, ça arrive assez souvent. Tu vas avoir un pullback comme ça, où en fait, la vague 2 est la plus profonde. Et dans ce cas-là, tu es base, parce que tu vas te faire stopper comme un malpropre. Et c'est à ça que le trade de divergence fait une énorme différence dans la gestion du risque à long terme. En apprenant à sortir tes profits au moins du deuxième suivi de tendance, voire du premier sur la divergence, ça te permet d'éviter ces putains de stops à la con, alors que tu avais des gains. Hein. Parce que ça arrive plus souvent que tu ne l'imagines. Le marché est surtout très volatile en ce moment, donc ce genre de pullback à la con, là où je te dégomme tout en one shot, ça arrive assez souvent. Et du coup, si tu as vu et si tu as sorti ta div avant, tu seras très content là. Parce que du coup, tu auras un gain qui va te permettre de financer ton trade de pullback derrière. Et tu seras encore plus serein pour acheter le pullback. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Normalement, tu auras gagné plus de 2% de capital avec tes suivis de tendance et ça te financera intégralement le pullback. Et il y aura même un petit bonus. Ok, c'est bon pour la tendance, on s'arrête là, parce qu'il va peut-être falloir qu'on passe au range quand même. Donc je coupe le replay. Donc du coup, pour ceux qui font que la tendance, on se retrouve la semaine, le mois prochain, d'accord? Donc une fois par mois,
On a dit à partir de maintenant, on fait ça, donc une par mois. On fait toujours un AMA par mois aussi, hein. Euh, et pour ceux qui sont bilingues, bah, vous aurez 2 exercices par semaine, puisque on le fera toujours bimensuel, mais une fois en français, une fois en anglais. Allez, ciao, ciao!